Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être venus à notre rencontre à la Couronne ce soir. La Couronne étant une des 22 villes de la circonscription 1 de Charente, nous allons avoir la chance de choisir un député ce dimanche 22 et dimanche prochain, sauf si la participation est énorme. Auquel cas, ça pourra passer dès le premier tour. Voilà, je vous présente rapidement. Je suis Aude Marchand, candidate suppléante de la NUPES sur cette circonscription. Je travaille dans le dessin animé, pour ceux qui ne le savent pas, dans un studio à Angoulême. Et je vais laisser la parole tout de suite à Philippe Doriac, qui est secrétaire national de la SDEN-CGT, et qui va vous parler de la réforme qui concerne les lycées professionnels, sachant qu'il y a 5 lycées professionnels en Charente sur la circonscription. Et voilà, il va vous en dire plus. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est ce qu'on m'a demandé d'être déjà, et puis pédagogique, et de ne pas rentrer trop dans les détails techniques. Juste ce que je voudrais commencer par dire, c'est que la réforme des lycées professionnels, c'est à la fois un enjeu de société, un enjeu de classe. 37% des élèves en France qui sont scolarisés en lycée le sont lycées professionnels, et ces élèves, c'est des invisibles. Personne n'en parle jamais. À part peut-être effectivement Jean-Luc Mélenchon lors de sa dernière campagne, qui lors de 2 meetings a fait à peu près 10 minutes chaque fois sur ces questions-là. Et c'est ce qui a fait que Macron, dans la foulée, lui a emboîté le pas et a fait une sorte de contre-projet à ce que proposait Jean-Luc Mélenchon. Ce contre-projet, il a été pêché dans des think libéraux, comme par exemple l'Institut Montaigne. Et l'objectif politique de ces projets, c'est clair, c'est de démanteler la voie professionnelle sous statut scolaire. Par contre, comme il a été pêché dans des instituts comme l'Institut Montaigne, c'est complètement irréalisable ce qu'il veut faire. Donc avant de vous présenter rapidement ce qu'il veut faire, Aude le disait tout à l'heure en introduction, en Charente et dans la première circonscription, il y a 5 lycées professionnels. Le lycée de Soyaux qui est plutôt spécialisé dans le transport et la logistique. Le lycée Charles Coulon, où là on a plutôt une spécialisation en industrie, électronique et électrotechnique. Jean Rostand, on est plutôt sur le soin à la personne et le tertiaire. Ruelle le tertiaire. Et Sillac, plutôt le bâtiment. Ces 5 lycées professionnels, c'est environ 1000 jeunes qui sont scolarisés, et c'est des jeunes qui sont pour la plupart à 80-85% issus des classes les plus populaires de la société française. Donc le projet de Macron, il est extrêmement simple, il s'inscrit complètement dans ce qui a été décidé au traité de Lisbonne en 2000, c'est-à-dire de faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde, et pour ça, l'idée, c'est de mettre l'école au service des entreprises. Donc le projet de Macron, il est basé essentiellement sur cette idée, c'est que l'entreprise formerait mieux et insérerait mieux que le lycée professionnel. Et pour ça, il a l'idée de mettre en place quatre principales réformes que je ne vais pas détailler. La première, c'est qu'il veut augmenter le temps que les élèves passent à stage dans les entreprises de 50%. Donc ça veut dire que des élèves qui font actuellement 22 semaines de stage en entreprise, ils vont en faire 33. Et ça, au détriment du temps scolaire. C'est-à-dire, plus les élèves passeront du temps en entreprise, moins ils seront à l'école. Et nous, on conteste que l'entreprise soit l'alpha et l'oméga de la formation professionnelle et qu'on apprendrait surtout mieux sur le tas. Donc ça, c'est la première chose qu'il veut faire. La deuxième chose qu'il veut faire, c'est donner la possibilité aux établissements qui sont de plus en plus autonomes d'adapter les grilles horaires disciplinaires. Alors quand je dis ça, ça fait un peu barbare. Pour faire simple, il veut faire en sorte qu'on donne davantage d'heures de français et de maths au détriment de toutes les autres matières générales pour à terme attaquer le diplôme. Attaquer le diplôme pour qu'on n'évalue plus les gens et qu'on leur donne un diplôme qui est pourtant une pierre angulaire des conventions collectives qui ont déjà été bien attaquées par les 2 lois travail, notamment par la hiérarchie des normes, l'inversion de la hiérarchie des normes, pardon. Et en attaquant le diplôme, il veut privilégier la compétence parce que c'est un moyen, à terme, de jouer sur ce qu'ils appellent, eux, le coût du travail. Parce qu'on ne va pas rémunérer les gens en fonction d'une qualification attachée à un diplôme et qui correspond à des grilles salariales, mais on va rémunérer les gens en fonction d'un poste de travail qui a besoin d'une compétence. Donc ce projet, il est extrêmement grave également de ce point de vue-là. Troisième chose qu'il veut faire, il veut adapter les cartes de formation. C'est quoi les cartes de formation? C'est qu'est-ce qu'on ouvre comme filière et qu'est-ce qu'on ferme dans des établissements. Il veut les adapter à une seule logique, la logique de l'insertion et de taux d'insertion immédiat. C'est une logique court-termiste qui n'a aucun sens. Par exemple, je vous donnerai un exemple dans la section électronique,
les jeunes trouvent essentiellement de la poids après un bac plus 2. Donc si on regarde, est-ce qu'ils s'insèrent après un bac? Ben non, ils sont obligés de poursuivre leurs études. Donc ce projet, pour nous, il est tout à fait contestable. Quatrième chose qu'il veut faire, et là ça concerne les collèges, c'est faire une demi-journée de découverte professionnelle dans les collèges, en partenariat avec les entreprises, au détriment là aussi des heures de cours, et pour faire un tri entre les élèves qui après la troisième seront orientés en lycée général, et les élèves qui après la troisième seront orientés en lycée professionnel, et donc iront passer beaucoup de temps en entreprise. Donc les conséquences de ce projet, elles sont triples. La première conséquence, c'est que ça s'inscrit complètement dans une attaque sur le service public d'éducation de la voie professionnelle, et ça s'inscrit dans l'austérité budgétaire qui est celle qui est la leur depuis déjà qu'ils sont au pouvoir en 2017, puisque cette réforme, elle va à terme supprimer 8 à 10 000 postes de professeurs de lycée professionnel sur les 60 000 qu'il y a en France. Ce qui représente à peu près 18 à 20% des enseignants. Donc on peut là parler de véritable plan social. Je termine sur l'autre conséquence, parce que c'est important, c'est qu'il attaque ce qui doit être l'objectif d'un lycée professionnel, l'insertion professionnelle qualifiante et la possibilité pour ces élèves de poursuivre des études, parce que l'objectif du lycée professionnel, c'est d'émanciper les jeunes. Ça me paraît extrêmement important. Je m'excuse, je termine. Je termine très rapidement, en disant que la mobilisation, ça ne sert pas à rien, parce qu'on a fait 2 journées de grève, donc une première le 17 octobre, où on était 66% de grévistes, et donc sa réforme, elle ne s'appliquera pas dans sa globalité, la totalité des établissements à la rentrée. On a gagné ça sera que sous forme d'expérimentation. On sait très bien que les expérimentations, souvent, elles sont généralisées, mais c'était juste pour témoigner du fait que la mobilisation, ça paye. Et puisque la mobilisation, ça paye, je dis un dernier mot, il y en a une demain. Et c'est sur les retraites, où on nous explique, bien avec raison, que la retraite, c'est pas l'antichambre de la mort. Eh bien, la jeunesse, c'est pas en la mettant directement à 15 ans, 16 ans, 17 ans dans les entreprises qu'on arrivera à les former correctement. Et la jeunesse, c'est pas l'antichambre de la précarité et des gens qui sont corvéables à merci. Et je vous signale que, juste que je termine, parce que ça, c'est inadmissible, il veut les rémunérer. Pour les moins de 18 ans, c'est 1,20 € de l'heure qui seront rémunérés. Et pour les plus de 18 ans, c'est 2,70 €. Voilà. Donc, l'idée, c'est de transférer la jeunesse issue des classes populaires vers le monde de l'entreprise à moindre coût. Merci. Merci pour cette belle intervention. Je mets en lumière les attaques faites sur l'éducation en général et sur les services publics en particulier. Voilà, donc je vais présenter maintenant tous nos élus, nos représentants locaux de la NUPES, qui sont là pour nous soutenir. Donc si vous pouvez me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. On va par Madame Jean-Pierre, la génération. Voilà. Et je ne sais pas si les autres représentants locaux sont là, s'ils veulent nous rejoindre. Prendre la parole. Vous avez des petites marches. Bonsoir, je représente Europe Écologie Les Verts, je vais faire très court. N'en déplaise à certains qui aimeraient que leurs désirs soient des réalités, la NUPES Charente est active, vivante, solidaire et durable. Et je réitère le soutien de ELV à René et Aude jusqu'à la victoire. Merci. Moi, ça va être un tout petit peu plus long, je vais. Merci beaucoup, je suis Marilyn Vinet, je représente ce soir le Parti communiste français. Je suis vice-présidente du conseil départemental. Du conseil départemental et élu sur le canton de Goncontour et adjointe au maire de Goncontour. René fait partie de ces hommes qui plaident pour l'avènement d'une politique qui cesse de brutaliser les travailleurs. Il s'attachera à promouvoir des choix de justice sociale et de progrès et mettra l'humain au cœur de tous ces choix. C'est une des lignes directrices du Parti communiste dans cette campagne.
Avec son projet de réforme des retraites, le gouvernement actuel fait tout le contraire. Cette réforme s'inscrit dans le projet de société très libéral et très individualiste de M. Macron. Ce projet de société a commencé par la réforme de l'assurance chômage, qui durcit les conditions d'indemnisation pour inciter les privés d'emploi à accepter n'importe quoi. C'est ensuite la réforme de l'enseignement professionnel qui va priver nos jeunes d'une partie de la formation initiale pour les pousser encore plus tôt sur le marché du travail. Et c'est aujourd'hui la réforme des retraites qui promet à ces mêmes jeunes de consacrer 44, 45, 46 ans de leur vie à travailler le plus tôt possible. Alors, nous n'en voulons pas. La réforme de retraite, s'il doit y en avoir une, c'est pour revaloriser les pensions. C'est pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Elles perçoivent, les femmes, toujours environ 40% en moyenne de pension en moins que les hommes. C'est pour mieux prendre en compte les carrières longues et réparer les carrières hachées. C'est enfin de partir à 60 ans et profiter de la vie qu'il nous restera. Les chiffres révèlent cette France des inégalités. 5,5 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 885 € par mois. Le taux de pauvreté chez les jeunes a augmenté de 5% ces dernières années. Il ne faut pas s'étonner de la dégradation des conditions de vie de la jeunesse. Les parcours scolaires et orientations restent profondément liés à l'appartenance sociale. Mauvaises conditions de travail, bas salaire, retraite misérable et chômage résultent du fonctionnement même de l'ultralibéralisme. Il se conjugue et aggrave les discriminations liées au sexe, à la nationalité, à l'origine, au lieu d'habitation, à l'âge, au handicap. Les actionnaires du CAC 40 auront empoché cette année 82 milliards de dividendes, record absolu, privant d'autant la création d'emplois, l'augmentation des salaires ou encore les financements de notre protection sociale. En revanche, l'argent, il manque dans le portefeuille des Français pour faire les courses, payer les loyers, les études des enfants, pour rembourser les emprunts et pour payer les factures d'énergie. Quand on parle d'égalité et de solidarité, M. Meignet vote contre. Pour exemple, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui était indispensable, c'est permettre aux personnes d'être heureuses tout simplement et d'être en couple. Il est d'ailleurs le seul parmi les 577 députés à avoir voté contre. Il est aussi l'un des principaux artisans de la Macronie, de la dégradation dramatique de notre système de santé. Eh bien, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui la première chose qui va de soi dans la solidarité, c'est le logement. Le mal-logement touche une grande partie de notre population et ces situations de mal-logement associées à la violence de notre société ont un impact direct sur des situations que je vois tous les jours. Ça concerne les enfants et les jeunes. Et puis pour parler des femmes, juste avant de finir, triple peine pour elles, la précarité économique, les violences sexistes et sexuelles et la mise en danger sanitaire. Les femmes sont partout, à chaque fois, les plus martyrisées dans les différents conflits, et ce sont elles qui souffrent le plus des guerres. Je pourrais parler aussi de la courageuse révolte des femmes en Iran contre la dictature théocratique des mollahs, qui s'est transformée en un soulèvement à grande échelle, et rien ne semble devoir arrêter, pas même les odieuses exécutions des jeunes protestataires. Nous, les femmes, nous représentons 50% de l'humanité. Et pourtant, les inégalités persistent dans l'accès à l'emploi, la rémunération, le déroulement de carrière, la retraite. Et aujourd'hui, certains pays renvoient le droit à l'avortement 50 ans en arrière. Chez nous, ce droit doit être inscrit dans la Constitution. Je sais pouvoir compter sur René quand il sera élu. Pour finir, mesdames et messieurs, mon engagement comme celui du Parti communiste dans cette campagne des législatives auprès de René et de Aude est toute naturelle. René est le candidat le plus approprié pour incarner nos valeurs d'égalité et de solidarité. Il a une fine connaissance du territoire. Il connaît les problèmes auxquels sont confrontés les gens. Il y est sensible.
c'est son quotidien. Et puis nous avons besoin de victoire, parce que la colère est immense dans le pays. Il faut se dire que nous pouvons gagner, nous pouvons gagner. Aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. Mesdames et messieurs, René sera un parfait député. Alors le 22 janvier, allez voter. Mais je sais que vous irez. Mais surtout, votez René Pilato. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Mathieu Labrousse, je suis conseiller régional Nouvelle-Aquitaine dans l'équipe d'Alain Rousset. Je suis, comme Marie-Line aussi, adjoint de proximité, adjoint de la mairie de Fléac. Je ne représenterai pas le PS ce soir, parce que je n'ai pas été investi pour faire ça ce soir. Je suis là en tant qu'élu local et en tant que militant, simple militant. Je l'ai dit à René, j'aurais été là ce soir tout simplement. Il m'a dit, écoute, ça serait bien que tu prennes la parole. Donc, j'ai dit, je la prendrai en tant qu'élu et militant PS. Je suis content d'être là avec vous ce soir, voir qu'il y a du monde, et je retrouve certains copains qui étaient au PS avec moi à une époque. Donc je me dis que la gauche, elle est là, toute la gauche est ici représentée, et dans les combats qu'on a à mener, eh bien c'est bien d'être tous ensemble. On est une famille, la famille de gauche. Merci. La NUPES incarne ça. Et aujourd'hui, le candidat sur la circonscription numéro 1, eh bien, c'est René Pilato qui incarne la gauche avec Aude Marchand. Donc, moi je suis là ce soir pour les soutenir, et dimanche, je voterai René Pilato et Aude Marchand, et j'espère que tous les copains feront pareil, parce qu'on est une gauche unie et qu'on a besoin de gagner. Merci. Je vais passer en dernier. William Géquillard pour Génération S. Alors, moi je vais dire que je partage énormément de choses qui ont été dites, et notamment sur l'ensemble des enjeux qui concernent notre société, mais que pour combattre et arriver à atteindre nos objectifs pour une gauche, celle du progrès social, une gauche du rassemblement, une gauche de l'écologie, une gauche de la démocratie, nous avons la NUPES, cette nouvelle Union populaire écologiste et sociale. C'est en quelque sorte notre jardin commun. C'est là où il faut que l'on cultive effectivement ce rassemblement. Un rassemblement qui vise évidemment le progrès social, mais qui doit être fort, déterminé, solidaire pour porter les coups. Et ils vont être nécessaires, ces coups, porter les coups à la Macronie, parce qu'il faut que cette Macronie tombe. Il faut absolument que cette Macronie entraîne dans sa chute ses complices, cette droite revancharde, ce grand patronat qui n'a de cesse d'attaquer tous nos droits, les droits sociaux, les droits du travail, et j'en passe. Et puis cette droite et ce grand patronat qui engendre ce qu'il y a de plus immonde, ces idées extrémistes incarnées par une extrême droite qui ne rougit de rien, qui est capable de s'allier avec n'importe quel dictateur pour faire en sorte qu'elle prenne sa place dans une politique. Alors, on dit que le Front National devient un peu plus doux, mais ne nous y trompons pas. Le Front National et l'extrême droite restera toujours le dernier rempart pour le capital. Alors, ces élections législatives, elles ont une portée effectivement forte. Il y a plein d'enjeux, et pas qu'à court terme. Évidemment, le premier objectif, c'est de gagner un député de plus pour la NUPES, ici, en Charente, et qui est incarné par la candidature de René Pilato et Aude en suppléante. Un député de plus pour la NUPES, un de moins pour la Macronie. Et c'est pas n'importe lequel, ce député en moins. On connaît ce qu'il a fait, ça a été dit, je n'y reviens pas. Et ce qu'il continue à vouloir faire, d'ailleurs. Mais c'est aussi dans ce contexte que nous connaissons depuis trop longtemps que ce vote, qui doit être un vote de mobilisation pour nos candidats de la NUPES ici, c'est un vote d'une mobilisation pour, comme on a coutume de le dire, pour un autre monde. Pour un autre monde, alors ce sont des mots forts. Certains nous disent « soyez pas trop utopiques », mais non, il n'y a rien d'impossible à gagner cet autre monde. Et ces mots qui sont très forts, on peut les faire passer dans notre vie quotidienne.
Parce que notre intention, c'est bien celle-ci. C'est faire converger le social et l'environnemental. C'est organiser un autre partage des richesses que nous produisons toutes et tous, et que s'accaparent sans limite des dizaines de milliardaires. Oui, nous sommes au cœur de cet affrontement. Oui, nous sommes au cœur de l'affrontement capital-travail. Et c'est bien ce système qui nous est présenté à travers cette réforme des retraites. Je ne reviendrai pas sur le contenu, tout le monde en a parlé, et nous en reparlerons tout à l'heure certainement. Mais quoi? Ce système qui exploite toujours plus l'humain, qui exploite les ressources naturelles, toujours pour se gaver, se gaver, se gaver. Et cette réforme sur les retraites, elle ne dit rien d'autre. Elle illustre cette violence du capital, cette violence de la Macronie, qui n'a d'égal que ce niveau de mensonges qui sont proférés par tous ceux qui soutiennent cette réforme de retraite. Des mensonges, mais on touche véritablement le fond. Dire que voilà, il va falloir travailler plus longtemps pour que chacun puisse partir à une retraite. En retraite, enfin, bref, je trouve ça tellement lent. Donc cette bataille, elle va être rude. Elle va être rude. On va gagner, mais elle est déterminante, justement. Et cette victoire que nous attendons tous, elle sera gigantesque parce qu'elle aura évidemment des suites. Elle mettra la Macronie en difficulté sur l'ensemble de leurs prétentions. Alors nous, à Génération S, nous n'entendons pas mener cette bagarre autrement qu'avec la NUPES. C'est bien au cœur de la NUPES, c'est bien avec cette nouvelle union que nous avons tant souhaité et participé tous à construire, ici comme ailleurs. C'est bien avec cette NUPES que nous allons mener d'autres combats. Il y a le combat des retraites, il y a ce vote dimanche qui a ce sens-là. Mais nous en aurons d'autres. Et nous en aurons d'autres sur la justice sociale, sur la démocratie, sur la sauvegarde de nos biens communs. C'est le sens de notre engagement Génération pour que les candidats de la NUPES soient élus dès dimanche. Aude et René doivent prendre la place à l'Assemblée nationale et dans notre territoire. Parce que ces autres batailles qui viendront, électorales ou pas, d'ailleurs, ce que nous faisons maintenant et ce que nous allons réussir maintenant, c'est ce qui va nous permettre d'avoir encore plus de force pour affronter demain ces nouveaux combats. Et c'est ensemble que nous le ferons. Donc ce bulletin, il pèse lourd quand on le détaille de cette façon-là. Mais il représente tant. Il représente tant pour nous tous et pour beaucoup. Et il est si simple à mettre dans l'urne. Alors, voilà, dimanche, aucune voix ne doit manquer à Aude et René, aucune voix ne doit manquer à ces futurs députés, et nous pensons que la NUPES aura encore de beaux jours devant elle. Merci beaucoup d'avoir démontré que la NUPES et le travail qui est fait en local va pouvoir remonter à l'Assemblée si vous l'autorisez en mettant votre bulletin dès dimanche dans les urnes. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Il y a encore des gens qui ne sont pas au courant que ces élections ont lieu. Vos collègues, vos amis, on pense que tous sont au courant, mais ne le sont pas. Donc voilà, on compte sur chacun d'entre vous pour communiquer là-dessus. Et je vais laisser la parole à notre candidat, René Pilato. Les trois thèmes principaux de la campagne et qui vous donnera ensuite la parole si vous avez des questions à lui poser. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous d'être là. Je vais quand même citer un parti qui n'est pas dans la NUPES mais qui travaille avec nous depuis les présidentielles, c'est le POI. J'insiste pour le citer parce qu'on a 6 camarades qui bientôt on va faire un an, on va fêter notre anniversaire de travailler ensemble. Merci donc à Dominique, Claude, Paul, Jeanne, Jean-François et Chantal de nous aider autant sur le terrain et sans relâche. Alors, René Pilato, très vite, qui suis-je? J'ai 60 ans. J'ai fait, ça fait 40 ans que je travaille, j'avais signé pour 37 ans et demi, là j'en ai déjà fait 2 et demi plus, c'était le contrat quand j'ai commencé.
Je suis professeur de mathématiques au LISA depuis maintenant 2006. En fait, j'ai fait 20 ans de prof de mathématiques. Avant ça, j'ai fait 10 ans de prof d'électronique. Et avant ça, j'ai fait 10 ans dans un labo d'études et recherches dans l'industrie aéronautique, militaire et spatiale. Voilà, donc je suis arrivé fonctionnaire après 10 ans d'expérience. Pourquoi suis-je devant vous? Il y a 6 ans, alors que je me plaignais tout le temps, comme tout bon français, mon fils et ma fille m'ont dit « Papa, on est grand, tu nous as élevés, tu te plains tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et effectivement, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que je fais ?» Et ça a été le premier pas pour aller dans une manifestation, vers Alain Mottard. Il est où, Alain Mottard? Il est là. Je l'ai vu avec son drapeau et les filles, et je suis allé le voir, il a pris mon mail, et l'aventure a commencé à ce moment-là. Et donc, depuis, quel chemin? Quel chemin? Donc, la France Insoumise, ça a été vraiment, en Charente, mon retour vers l'engagement politique. Je pense que la politique faite à l'Assemblée nationale est la seule qui puisse véritablement changer le quotidien des Français. Soit ça vous pourrit la vie, soit ça vous arrange la vie. Ce qui est voté à l'Assemblée nationale, c'est des lois de travail, c'est les 35 heures, c'est les 60 ans pour la retraite ou les 64 ans. Tout ça, ça se passe à l'Assemblée nationale. Et je pense que, me connaissant, c'est là où effectivement je me sentirai le plus à l'aise, parce que je sais que là-haut, les combats vont être intenses et il va falloir les mener. Macron et ses gouvernements successifs nous pourrissent la vie et ça ne s'arrange pas avec le 49-3. Il y en a eu 10 là. On n'est plus, pour moi, en démocratie. Certes, c'est légal, mais on n'est plus en démocratie. Sachez qu'il en reste un seul 49-3. On en a autant qu'on veut dans la partie budget, mais sinon, il en reste un seul qui démarre sur la session parlementaire, qui démarre du 1er octobre au 30 juin. Pour vous donner une idée, dans la nuit du 1er au 2 décembre, puisque c'était le premier mon rendez-vous avec le Conseil constitutionnel, et le 2, la décision du Conseil constitutionnel, dans la nuit, un amendement contre l'avis du gouvernement est passé à une voix près. Donc, c'était 41 pour, 40 contre. Donc, chaque voix de chaque député va compter de plus en plus maintenant que les 49.3 sont épuisés. Les camarades des autres partis ont parlé de la NUPES. Je dis rapidement ce que c'est. La NUPES, elle découle de différents programmes dont le corpus, c'est l'avenir en commun. Les camarades qui se sont mis autour pendant 10 jours ont repris l'avenir en commun, ce qu'ils avaient produit eux, et se sont mis d'accord sur 600 mesures. Dites-le autour de vous. 600 mesures, c'est pas rien. Il y a 600 mesures sur lesquelles on est d'accord, et il y a 50 mesures sur lesquelles on n'est pas d'accord. Démocratiquement, on dit, ces 50 mesures, on les met à discrétion du Parlement. C'est-à-dire, par exemple, le nucléaire, on n'est pas d'accord. Et bien, c'est le Parlement qui décidera. Voilà ce que c'est que la NUPES. Et la NUPES tient bon. Quand on a fait le lancement de la campagne avec la conférence de presse, nous avions 4 représentants de la NUPES qui nous ont dit « ça tient, on travaille ensemble, on dépose des motions de censure ensemble, on dépose des amendements que les uns ou les autres poussent. » Donc, les points qu'ils essayent de mettre dans cette NUPES montrent à quel point ils en ont peur. Nous sommes l'alternative. Il faut l'avoir en tête. La NUPES est l'alternative. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Alors, comment je vois mon mandat de député? Rapidement, je l'ai dit, et les jeunes m'ont fait une petite vidéo. J'ai dit que je serais la courroie de transmission. La courroie de transmission, c'est quoi? C'est de dire, quand on a une décision à prendre, j'irai effectivement consulter, si on a une préparation de loi, j'irai consulter les élus, les syndicats,
et je leur dirai, voilà ce qui est en préparation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez co-construire la loi? Et à ce moment-là, je ferai remonter du terrain des idées locales. Et ensuite, c'est aussi aller voir ce qui se passe sur le terrain, dans l'autre sens, pour voir si les mesures qui sont décidées, elles sont totalement hors sol ou qu'elles puissent effectivement s'adapter et être concrètes sur le territoire. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Et enfin, pour aller plus vite à l'essentiel, je ferai ce qu'on appelle une permanence tournante. J'irai régulièrement dans chaque commune, je n'aurai pas ma permanence uniquement à Angoulême, pour rencontrer au plus près les citoyennes et les citoyens des 22 communes. Et qu'est-ce que me diraient les personnes aujourd'hui? Elles me témoigneraient de l'état de la France, de l'état de la Charente et du quotidien qu'ils vivent. Ces personnes me diraient que la vie est chère, qu'elles n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et en témoignage plus direct, elles me disent « Je dois choisir entre payer mes factures d'électricité ou bien la cantine de ma fille. » Voilà où on en est en Charente. La vie est chère. C'est aussi maintenant pour beaucoup des plus fragiles un seul repas par jour. La vie est chère. C'est mettre de l'essence dans son réservoir avec un reste à vivre qui est de moins en moins important. On supprime les sorties culturelles, on reste chez soi, on est assigné à résidence dès qu'on est en périphérie ou dans son immeuble et on a honte de sa situation. Voilà l'état de la France, voilà l'état de la Charente. Et au bout du bout, on finit par aller à l'aide alimentaire. Et pour certaines personnes qui veulent travailler ou qui ont travaillé toute leur vie, c'est perdre sa dignité. Ça, c'est le monde de Macron, de Borne et de Meignet. Cette violence institutionnelle est terrifiante. Et on vient nous dire à nous, à la NUPES, quand on la dénonce, vous êtes un peu turbulent. Vous êtes un peu trop radical. Voilà ce qu'on nous dit quand on dénonce cette violence. Honte, honte à toutes celles et ceux qui occultent et cachent cette misère. 12 millions, dont 8 qui vont à l'aide alimentaire, dans la 7e puissance économique mondiale. Pour moi, ce n'est pas possible. Quelque part, c'est bien de faire des beaux discours, avoir un costard, une cravate, un costard à 1000 €, hein. Vous savez, celui qu'il faut bosser pour payer, pour rappeler, hein. Un discours méprisant de gens qui culpabilisent celles et ceux laissés au bord du chemin. C'est une politique désastreuse et qui gaffe, tu l'as dit, toujours les mêmes. Alors après, vous avez des spots à la télé qui vous disent « Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. » Maman, pourquoi on ne mange pas 5 fruits et légumes par jour? Mais qu'est-ce qu'on peut répondre cette maman à sa fille? C'est ça la violence institutionnelle. C'est celle-là qu'on combat au sein de la NUPES. On veut un autre monde. Il y en a marre d'un monde qui casse l'écosystème, qui casse les gens. Il y en a absolument ras-le-bol. Notre engagement à toutes et à tous, il est de faire en sorte que votre vie soit moins pourrie. Après, je répète, on pourra parler dans l'échange d'autres problèmes. Dans ce monde qui met la pression sur les gens, qui vous oblige à acheter des produits de basse qualité quand vous vous nourrissez, comment voulez-vous rester en bonne santé? Quand on ne peut pas se chauffer, parce que le logement est une passoire thermique, on ne peut pas manger des produits sains, je vous l'ai dit, et qu'on est obligé d'acheter la malbouffe, qu'est-ce qu'on propose? On propose 1 200 € minimum net pour tous les retraités. Nous proposons 1 600 € net pour le SMIC et 2 050 € bruts. Entendez-le, pourquoi les 2 050 € bruts? Parce qu'il faut payer des cotisations sociales. Et à quoi elles servent les cotisations sociales? Vous le savez, vous êtes politisés pour la plupart ici. C'est les caisses d'assurance maladie, c'est les caisses d'assurance vieillesse, et c'est les... Alors on va voir si vous savez la troisième. Oui, et c'est surtout... Assurance maladie, vieillesse et...
chômage, hein, qu'ils veulent réduire. Alors on fait des cadeaux aux entreprises, on fait de l'exonération de cotisations sociales, qui s'appelle des charges, et après on vous dit, ah ben il n'y a pas d'argent dans les caisses, il va falloir faire des économies. Voilà comment ils font. Donc, nous proposons une conférence sur les salaires pour un meilleur partage des richesses. Enfin, on parlait de la vie chère, nous proposons une rénovation de tous les bâtiments qui sont des passoires thermiques. Alors on lui dit, il n'y a pas d'argent magique. Hein, vous connaissez le discours. D'où vient l'argent? Où est-ce qu'on trouve l'argent? Eh bien, on trouve l'argent, je vais vous dire franchement, la CGT, pendant 2 ans, a fait une petite étude qui est très intéressante. Les exonérations de charges, pour nous, de cotisations sociales, c'est pour les grandes entreprises, écoutez bien, retenez le chiffre, 157 milliards par an. Je l'ai dit l'autre fois à la Charente. C'est quoi 157 milliards? 5 milliards, c'est 100 000 profs. 5 milliards, c'est 100 000 personnels soignants. 5 milliards, c'est 100 000 magistrats. 5 milliards, c'est 100 000 policiers. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, si on prend ces 160 milliards, on peut déjà embaucher 400 000 fonctionnaires pour mailler le territoire, et il en reste 140. Et on en prend encore 40 pour faire la bifurcation écologique. Voilà le monde que l'on souhaite. Voilà le monde que l'on veut. Donc de l'argent, il y en a. L'argent magique, il n'est pas que pour celles et ceux qui se gavent. Entendez-le, quand on vous dit que ce n'est pas possible, c'est faux. Il y a de l'argent en France, la 7e puissance économique mondiale a de l'argent, il est mal réparti. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, ces 160 milliards, ils passent où? 80 milliards ont été distribués en dividendes à des actionnaires, dont le seul mérite, c'est d'être, je vous écoute, actionnaire. Ils font rien. Donc les feignants et les parasites, cherchez plutôt de ce côté-là. Alors nous, on ne veut pas que 5 personnes en France détiennent autant que les 27 millions les plus pauvres. C'est le cas. 5 personnes en France détiennent autant que 27 millions. Faites un peu de maths. Si ces 5 personnes n'existaient pas, 27 millions auraient 2 fois plus. C'est ça que ça veut dire. Il faut l'avoir en tête. Nous proposons de les faire contribuer fortement pour un véritable partage des richesses. Je rappelle que nous sommes pour un pôle public de l'énergie avec le retour des tarifs réglementés pour que EDF, GDF redeviennent ce qu'il était. Alors vous avez M. Roux de Bézieux qui, lui, il a compris quand même, hein. Il a compris qu'il y a des boulangers qui vont fermer. Hein. Il y a des bouchers qui ne peuvent plus refroidir les aliments dans les chambres froides. Le coût de l'énergie explose. Le mégawattheure produit par EDF, c'est 42 €. Il est vendu 1000 parce qu'ils sont obligés de le donner à des sociétés qui ne font rien. Il est vendu 1000 €. Alors là, les gens se rebiffent. Ils deviennent radicaux, hein, les petits commerces. Et qu'est-ce qu'il fait, M. Bruno Le Maire? Qu'est-ce qu'il fait, M. Bruno Le Maire? Il dit, vous inquiétez pas, on vous le fait à 280. La bonne blague, 7 fois plus cher. Ça, c'est la droite, c'est Macron. Donc, quelque part, ayez ces ordres de grandeur en tête, ayez-les. Il faut déconstruire leurs mensonges et le langage qu'ils utilisent. Monsieur Roux de Bézieux, il était pour les entreprises, nous aussi pour les tarifs réglementés pour les particuliers. Cette lutte contre la vie chère et le partage des richesses contribuera à une meilleure santé mentale et physique d'une majorité de personnes dans ce pays. Et puisqu'on parle de santé, qu'est-ce qui se passe pour la Charente? Allez, parlons santé. En 2019, Madame Buzyn, alors ministre de la Santé, a donné une mission à Monsieur Mény. Les urgences doivent être,
commençait à boiter fortement. Elle a demandé à M. Meignet de réparer les urgences. M. Meignet a pris sa mission bien à cœur et au bout de 3 ans, on ferme les urgences la nuit. C'est un échec total. On a des gens qui sont poussés au burn-out, on a des gens qui quittent l'hôpital public. Il a tout cassé. Ce monsieur, qui était pressenti pour devenir ministre de la Santé, on lui a dit gentiment, bah non, t'as fait assez de casse. Et on a nommé M. Braun. Enfin, j'insiste, parce que ça, ce sont des chiffres qui me font mal. Aujourd'hui, le syndicat SAMU Urgence, dont est issu M. Braun, en a assez de voir les soignants en burn-out. Il en a assez de voir les gens qui s'en vont des hôpitaux publics. Et il a commencé à compter les morts sur les brancards. Au mois de décembre, quand il y a eu la bronchiolite, une bronchiolite met en tension les services des urgences. On en est là en France. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens arrivent, ils sont sur des brancards, partout en France, et on ne peut pas les prendre dans le temps qu'il faudrait pour qu'ils aient une chance de survie. Alors ils ont commencé à dénombrer les morts, c'est un peu macabre, et ils ont dit, M. Braun, 150 morts en décembre. Voilà où on en est en France. Donc quelque part, la santé, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je vais arriver à nos mesures telles qu'on les verrait nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette violence institutionnelle, elle est toujours terrifiante. Et puis nous, quand on dénonce ça, quand on le dit un peu avec véhémence, on nous dit quoi? Je vous l'ai déjà dit. La NUPES, vous êtes un peu radicaux. Et on nous sert ça. Cette violence qui la dénonce, c'est nous, c'est la NUPES, c'est certainement pas la droite. Vous ne les entendez jamais, ni pour le partage des richesses, ni pour l'état de l'hôpital public, ni pour l'état de l'école, sauf à faire de la communication. Quand vous entendez le LR, les Républicains, le RN, Rassemblement National, qui sont pour les baisses de cotisations sociales, pour augmenter soi-disant le salaire net, qu'est-ce qui se passe? On vide encore plus les caisses. C'est ça qui se passe. Et on rentre dans un système anglo-saxon où effectivement, ceux qui ont les moyens se payent des assurances privées. C'est pas ça la France. C'est pas ça la France. La France, c'était ce rêve de se dire, qui que je sois, je paye selon mes moyens et je reçois selon mes besoins. C'était ça la sécurité sociale. Même ça, ils veulent le casser. On ne les laissera pas faire. Alors pour nous, pour la Charente, il y a 3 aspects. C'est le médecin traitant, les maternités de proximité et les services d'urgence pédiatrique. Pourquoi je dis ça? Alors, je ne l'invente pas. C'était marrant parce que aujourd'hui, c'est l'ouverture de Parcoursup. Je fais une petite parenthèse. Et on a un médecin urgentiste, Christophe Prudhomme, qui est déjà venu ici en Angoulême, qu'on a revu aux amphis, qui nous a dit qu'il faut arrêter Parcoursup. Et l'autre fois, j'étais avec Aude, on est allé à une réunion où il y avait la préfète, et donc le directeur de la clinique de Soyaux nous dit alors qu'il ne se présente pas, et puis après, il faut arrêter Parcoursup. Donc on avait quand même 2 personnes, un qui est CGT urgentiste et l'autre qui est directeur de la clinique de Soyaux, qui sont d'accord, il faut arrêter Parcoursup. Pourquoi? Parce que 30% des gamins qu'on envoie dans les filières de santé, au bout de 3 mois, ils se sauvent parce qu'ils ne l'ont pas choisi, c'est par défaut. Les vœux ne sont pas hiérarchisés. Vous prenez 10 vœux, on vous donne le 8e, et au bout de 3 mois, ils s'en vont, parce que ce n'est pas leur truc. Donc, cette hérésie de Parcoursup, c'est M. Blanquer, c'était mon ministre de l'Éducation nationale. Donc, déjà, pour la santé, on supprime Parcoursup, et on fait des vœux hiérarchisés. 2, il faut transformer l'hôpital de Girac en CHU. Je ne l'invente pas. Quand vous avez un CHU, vous avez des spécialistes qui enseignent. Et quand ils viennent à l'hôpital pour enseigner, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'école, ce sont les meilleurs.
on leur dit tu peux enseigner, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'installent en Angoulême, avec leurs femmes, avec leurs enfants. Et à partir de là, vous enclenchez quelque chose de vertueux. Dans l'aménagement du territoire, on prévoit de mailler tout ça. On prévoit de rouvrir des écoles. On prévoit de rouvrir des maternités de proximité. On prévoit de rouvrir des centres d'urgence pédiatrique. Pourquoi? Parce qu'un médecin, bon, je vais vous dire comment on va faire pour remplir un peu les déserts médicaux, mais il ne va pas y aller de bon cœur s'il n'y a pas d'école pour ses gosses. Il ne va pas y aller de bon cœur s'il est tout seul face à une urgence et ça peut se jouer entre la vie et la mort. Alors nous, on est pour la liberté totale d'installation et le conventionnement un peu intelligent. On est pour la clause du grand-père aussi. C'est-à-dire qu'on tous les médecins qui sont installés, on leur fiche la paix. Déjà, ils sont installés, on n'en parle plus. Vous avez 9000 médecins qui sortent tous les ans. En moyenne, si vous en mettez 100 par département, enfin non, 90, pardon, au bout de 3 ans, vous en avez 270 en Charente. Alors comment on fait? Bon, on leur dit c'est simple. Si tu t'installes dans un désert médical, tu es conventionné. Et si tu veux pas, parce que tu veux ta liberté d'installation, eh ben tu n'es pas conventionné. C'est ça. Voilà notre façon de faire les choses. Enfin, quand on parle des services publics, la priorité, c'est 10% sur le point d'indice. Ça évitera d'embaucher des profs. Franchement, ça fait mal, hein. Je vous le dis. Hein. On embauche des profs en job dating. 4 jours des profs. 4 jours. Tu veux être prof d'anglais? 4 jours. Tu veux être prof de maths? 4 jours. Tu veux être prof de français? 4 jours. 20 plus 5, ben ça ne sert à rien. Ils ont disqualifié le travail. Il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un job. T'es maçon, c'est pas grave. Tu feras cuisinier. Vous avez envie d'être servi par un cuisinier au restaurant comme ça, qui était maçon? Hein? Sans qualification? C'est ça l'esprit de Macron. Tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord. On dit qu'il y a des formations professionnelles, il y a des formations technologiques, et il y a des formations générales pour faire ce qui faisait la force de la France, les élites, mais pas celles qui se sauvent aux États-Unis parce qu'elles sont mieux payées, les élites qui ont fait nos fleurons industriels. Alstom, Ariane Espace, et j'en passe. Donc, pour moi, la revalorisation salariale des fonctionnaires, ça passe par récupérer les meilleurs. Je disais 10% du point d'indice et 15% laissés en négociation avec les syndicats pour revoir toutes les grilles salariales. Je peux parler de mon métier. Quand un professeur commençait il y a 20 ans, il commençait à 2,3 fois le SMIC par rapport à son niveau d'études. Aujourd'hui, allez, donnez-moi le chiffre, il commence à combien? 1,1 fois le SMIC. Donc vous ne recrutez plus, qu'est-ce que vous faites? Job dating. Prof de maths, allez, 4 jours, t'es prof de maths. Ben voilà, c'est le monde à Macron, on n'en veut plus. On veut redonner dans les grilles salariales, on veut redonner les qualifications, les mettre en accord avec les grilles salariales. Alors, j'en étais où? Parce que là, j'ai divergé. Face aux pénuries qui étaient prévisibles, ben oui, parce qu'ils ne planifient rien, qu'est-ce qu'on fait en France? On dit, ben on fait confiance au marché. On fait confiance au marché. Conclusion, il n'y a plus de Doliprane. Sanofi s'est gavé avec le CICE, il s'est gavé d'être public, il ne nous a même pas sorti un vaccin. Et là, on n'est même plus foutu de faire du Doliprane en France. J'ose pas prononcer le mot d'antibiotique parce que sinon je vais décrocher. Pour les enfants. À l'amoxicilline. Ok, d'accord. Donc quelque part,
pour nous, c'est un pôle public du médicament. On doit être capable d'être souverain sur beaucoup de choses. L'alimentaire, bien sûr, je vais en parler, les médicaments. Et ce qui faisait la force de la France, c'était sa matière grise. C'était l'investissement dans la connaissance. On a tout cassé. Enfin, ils ont tout cassé, pas nous. Donc, quelque part, j'y viens. La santé, c'est un tout. Parce que l'on mange, parce que l'on respire, par l'eau que l'on boit. Et aujourd'hui, mes amis, tout est pollué. Faut pas que je m'en finisse. Tout est pollué. Nous sommes pour cesser l'utilisation des pesticides. Ils ont voté contre l'interdiction des pesticides. C'était dans notre niche parlementaire. Toute la droite et toute l'extrême droite a voté contre. Nous proposons des cantines bio gratuites pour que les petits puissent manger des produits sains. Il y en a, je peux vous le dire, à l'éducation nationale. Les parents les mettent externes. Et quand ils reviennent à 13h ou à 14h, ils n'ont pas mangé parce qu'il n'y a rien dans le frigo. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc, la cantine bio gratuite pour tout le monde, c'est aussi l'autre monde dont tu parlais et que l'on souhaite. La santé, c'est aussi l'habitat et l'hygiène. L'habitat, j'ai parlé des passoires thermiques. L'hygiène, les 15 premiers mètres cubes d'eau gratuits, et là je suis un peu fier. Cette idée, je l'avais proposée en 2016 dans la première version de l'Avenir en commun. Elle a fait son chemin et aujourd'hui c'est dans le programme de la NUPES. On estime aujourd'hui en France que quelqu'un qui doit vivre dignement, faire cuire ses pâtes, faire sa vaisselle, prendre sa douche, c'est 40 litres d'eau par jour. Et il est à minima. Donc les 15 premiers mètres cubes d'eau gratuits, les autres, beaucoup plus chers. Et puis, et c'est la dernière partie, parce que c'est pas, il en reste beaucoup, non ça va. Ça va, vous survivez? Ouais. Et enfin, la santé, c'est tout au long de la vie, même à la retraite. Vous me voyez venir pour la dernière partie, là? Hein? Vous voyez venir. Et la bouche en cœur, cette majorité nous propose de repousser l'âge de la retraite à 64 ans. Donc, nous allons vous donner quelques arguments pour tordre le cou à leurs mensonges. Ils disent, on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Nous répondons, c'est parce que l'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. Et pas le contraire. Ils retournent tout, ils changent les phrases, ils dénaturent les mots. Et plan de sauvegarde de l'emploi, mon œil, ouais, c'est un plan de licenciement. Eh bien, ils appellent ça un plan de sauvegarde de l'emploi, quoi. Ils sont bons quand même, hein, franchement. Nous proposons la retraite à 60 ans qui, votée en 1983, a permis à des millions de personnes d'avoir une vie digne, de profiter de leurs petits-enfants, de s'engager dans les associations, de donner de l'activité, de se reposer, d'être en paix, de ne pas être pressé. Depuis la réforme sous le quinquennat de Hollande de Marisol Touraine, l'espérance de vie en bonne santé stagne pour la première fois en France et pile poil, c'est 62 ans. C'est-à-dire que vous arrivez actuellement à la retraite à 62 ans, si vous avez au trimestre, et les femmes, ça a été dit tout à l'heure, qui ont des carrières hachées, on leur dit tu vas aller plus loin si tu veux une retraite pleine. Elles sont usées, cassées, elles font d'aide à personne, les articulations n'en peuvent plus. Et on leur dit, ben si, tu vas faire 2 ans de plus. On est pour la retraite à 60 ans. Alors j'entendais quelqu'un qui disait, payer les femmes comme les hommes. Oui, oui, comment on paye? Comment on paye la retraite à 60 ans? Alors déjà le corps, il nous dit, le corps c'est le Conseil d'orientation des retraites, il nous dit, il n'y a pas de problème jusqu'en 2070. Bon an, mal an, il y a des excédents, il y a des déficits jusqu'en 2030.
ils avaient prévu quand même 10 milliards de déficit et on a un excédent de 3 milliards. Je vais être un peu cynique, mais je pense que cet excédent a été, à mon avis, en partie dû au décès pendant la période Covid. Que vous vouliez ou non, il y a énormément de personnes âgées qui sont mortes. Alors, il faudrait faire une étude statistique fine, mais sachez que les prévisions, aujourd'hui, elles sont battues en brèche. Néanmoins, ils avaient dit que, jusqu'en 2070, la trajectoire n'était pas inquiétante. Et malgré ce que dit le corps, il manquerait, selon le gouvernement, 9 milliards par an jusqu'en 2030. 9 milliards par an, dans leur prévision au gouvernement. Ils viennent de faire un cadeau, la CVAE aux entreprises, c'est la contribution de la valeur ajoutée pour les entreprises, c'est l'équivalent de votre TVA. Et on a fait un cadeau de combien ? 8 milliards. Vous la voyez en tourloupe là ? Hein ? Il manque 9 milliards alors que le corps dit le contraire, parce qu'ils ont fait un cadeau de 8 milliards et qu'ils vident encore les caisses de l'État. Alors comment on finance, nous, notre retraite à 60 ans ? Il y a les 5,5 milliards si on paye les femmes à la même hauteur que les hommes. 5,5 milliards. Merci les femmes. Le CVAE, c'est 8 milliards. La caisse Jospin, qui a été faite par rapport au baby boom, c'est 35 milliards. Et actuellement, ce qu'il y a dans les caisses de retraite complémentaires en réserve, c'est 116 milliards. Jamais un gouvernement n'a eu une telle manne. Et c'est pour ça qu'il veut la donner à ses camarades. C'est pour ça qu'il veut privatiser, faire des caisses de retraite payantes où on cotise. Cette manne, elle doit nous permettre de faire la retraite à 60 ans sans aucun problème. Après, on pourrait détailler, mais peut-être sur les questions, on y reviendra. J'en étais où ? J'en étais à la fin. Alors, on ne se laissera pas faire. Et encore une fois, dire aux gens qui sont usés, vous allez faire 2 ans de plus alors qu'ils n'en peuvent plus, c'est une violence institutionnelle. Et nous, quand on va se rebeller, qu'est-ce qu'on va dire ? Vous êtes turbulents. Vous êtes comment ? Radicaux. Voilà. Vous pouvez. Je l'ai dit à un maire qui nous a reçus, ça. Je l'ai dit à un maire qui nous a reçus. Il disait, ouais, la NUPES quand même, machin. Ah ben j'ai dit oui, il y en a qui, en cravate, costard, tranquille, très tranquillement, vous bousillent la vie, vous poussent au burn-out, font suicider les agriculteurs, même les médecins. Mais comme ils le disent vraiment avec beaucoup d'élégance, c'est pas violent. Hein ? Et je vais renvoyer aux 3 violences d'Elder Camara, je vous invite à les regarder. Vous tapez 3 violences Elder Camara et vous regardez ce qui vous est dit sur Internet. Demain, la NUPES soutient l'intersyndicale et ses appels à la grève dans tout le pays. Macron nous pousse au rapport de force. Ce jeudi 19, nous serons derrière les syndicats. Rendez-vous 10h à la gare SNCF d'Angoulême. Allez chercher vos voisins, vos voisines. Allez ensemble à la manifestation. Dites que cette réforme, vous n'en voulez pas. Entraînez le plus grand nombre. Le 22 et le 29, allez voter. Allez chercher vos voisins et vos voisines. Allez ensemble dans les bureaux de vote. Dites que vous votez NUPES. Entraînez le plus grand nombre. Et je termine avant les questions. Étienne de la Boétie disait « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Alors debout et au combat.
Alors, si vous voulez poser des questions, Aurore a le micro, elle vous le fait parvenir. N'hésitez pas. Allez, Lionel, ouvre le bal. Allez, je vais me lancer. Un certain nombre de points ont été évoqués pour voter l'UPS. Je vais vous en donner un ou deux de plus, qui sont du vécu. Alors, je me présente, moi je suis un élu de Venay-sur-Touvre, d'une des 22 communes du Grand Angoulême, en gros, c'est à peu près ça, la première circonscription. Mais pourquoi le Grand Angoulême? Vous allez voir pourquoi. Tout simplement, c'est qu'on a appris par rapport au prix de l'énergie, nous, ça nous coûte 165 000 € l'énergie pour la commune. Bien sûr, on sait que ça a augmenté. Prévision 2023, c'est plus 200 000 € pour la commune. Alors, ça, c'est pas du pipeau, c'est-à-dire que cette année, ça va nous coûter 365 000 € d'énergie. Au prix actuel, revalorisé de 15% au mois de février. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'eau. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le budget qui avait été envisagé, tout simplement, il va falloir faire des coupes sombres sur les projets. Ça, c'est la première chose. Les services rendus à la population, on ne sait pas si on va pouvoir les tenir. Et donc, se pose la question, comment allons-nous financer? Parce que ça, ce sont des obligations de financement. Sur Angoulême, c'est 4 millions d'euros. Je parle de la commune d'Angoulême. C'est 4 millions d'euros qu'ils doivent trouver. Or, gestion du maire, hein, mais ça, c'est... Voilà. Sur le Grand Angoulême, je reviens sur le Grand Angoulême, ça veut dire que tout cet argent-là, de la politique Macron, va être absente sur les investissements, sur les projets du Grand Angoulême. L'assainissement, tout ce qui va avec, hein, les éclairages, enfin bref. Alors Lionel, quelle est ta question? Ma question c'est, comment allez-vous revenir sur ces textes-là? Parce que là, ça devient incapable. Alors, ce que tu dis est fondamental, c'est-à-dire qu'on met les collectivités territoriales, comme les boulangeries et comme, je dirais, les commerces qui ont besoin d'énergie, on les met dans des situations intenables. Alors, l'arbitrage se fait par rapport au financement des associations, se fait par rapport aux investissements. Ben nous, je l'ai dit, t'as pas suivi. Pôle public de l'énergie, on revient EDF, GDF, tarifs réglementés, point. Et pour les particuliers, comme pour les entreprises, et bien entendu, pour les collectivités territoriales. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors Nicolas, nous t'écoutons. Ouais, alors c'est pas une question, c'est une information. Pour tous ceux qui viennent demain, j'imagine tout le monde, à la manifestation, dans la foulée, on va annoncer qu'il y aura une assemblée générale qui se tiendra à la MJC de la Grande Garenne. Voilà, on attend avoir beaucoup de monde parce qu'on a déjà plein d'idées. Donne-nous l'heure, après la manif vers 13h, je crois, mais de toute façon, ce sera dit. Voilà. D'accord, merci. Merci à tous. L'Assemblée générale de foi, parce que j'ai pas Nicolas, il est où? De la soirée, il y a une intersalle. Il y a une question sur qu'est-ce que c'est l'Assemblée générale. En attendant, si vous avez à mûrir d'autres questions par rapport effectivement au rôle du député, ce que je porte comme projet qui vous tiendrait à cœur ou pas, n'hésitez pas, on peut rentrer un peu dans le détail. J'ai beaucoup écouté nos camarades depuis le mois de juin, la nuit, sur LCP, pour me nourrir du fonctionnement déjà de l'Assemblée nationale et pour me nourrir des joutes parlementaires et des combats parfois féroces qui s'y passent. Oui, Nicolas, tu peux préciser ce que c'est que l'Assemblée générale? On me demandait c'est quoi une Assemblée générale, donc en gros, à la suite... C'est quoi cette Assemblée générale? Ah non, alors là c'est une assemblée qui est appelée par notamment le collectif Résistance, qui est connu sur Angoulême, à chaque manif, à chaque événement. Et puis quelques syndicats qui n'ont pas forcément réussi à faire plier l'intersyndicale pour permettre cette assemblée générale. Voilà. Merci pour les précisions. Des questions? Alors, il y a une question ici, là. Vous êtes 150, merci à vous. Oui, bonsoir.
une question par rapport à l'hôpital. Moi, je suis Christophe, je suis du centre hospitalier d'Angoulême, syndicat CGT. Quand tu as fait ta présentation sur l'hôpital, j'ai trouvé un peu dommage, tu as mis les urgences en avant. Le problème des urgences, la désorganisation aux urgences, c'est le manque de lits qui a été fermé. Donc voilà, je pense que dans la présentation, il faut faire le lien, parce que les services en souffrance sur l'hôpital, il n'y a pas que les urgences, c'est tous les services. Voilà, je voulais apporter cette petite précision. Tu as raison de le préciser, j'étais peut-être un petit peu... J'avais un biais, je ne sais pas pourquoi. J'ai pensé à un médecin urgentiste. Donc voilà, j'avais un biais. Je te remercie pour le complément. Je voulais rebondir par rapport à l'hôpital et vous demander, vous n'avez pas du tout abordé le problème du personnel soignant qui a été mis au banc de la société parce qu'il n'a pas accepté le vaccin, l'injection, parce que pour moi c'est pas un vaccin. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que effectivement il n'y a pas d'urgence, mais ces gens-là n'ont pas de boulot. Je sais, ils ont été suspendus sans aucun salaire. Non, non, mais c'est important que vous posiez la question, madame. C'est très important. Dans la niche parlementaire de la France insoumise, Caroline Fiat, aide-soignante, a porté le projet qui disait qu'on réintègre les personnels non vaccinés. Et il y avait une majorité. J'ai suivi ce débat. Et pareil, j'avais mal au cœur pour elle. J'ai suivi ce débat, écoutez-moi bien, sachez-le, vous allez le retrouver. C'était la niche parlementaire de la France insoumise. Il y avait une majorité. Avec toutes les oppositions, il y avait une majorité pour réintégrer les personnels non vaccinés. Le gouvernement a fait le gouvernement amendement, sous-amendement, pour arriver à minuit 1 et pas pouvoir voter le texte. Donc, sachez-le, on fait le travail, et quelque part, j'ai demandé, et je n'ai toujours pas l'information, qu'on me remonte, parce que nous aussi on a nos antennes, le nombre de soignants aujourd'hui dans l'hôpital public et partout ailleurs qui n'est pas à jour de son schéma vaccinal. On parle de dizaines de milliers de personnes. Donc, j'arrive pas à voir le chiffre, je le cherche. Si vous pouvez m'aider, je suis preneur. Et en France, on est le seul pays européen à pas avoir réintégré les... Exactement. Madame, la NUPES et dans la niche parlementaire de la France insoumise, on a porté le combat. René, oui, une petite intervention. Tu n'as pas tellement parlé des retraités. Ah. Mais je veux te dire pourquoi je souhaiterais que tu en parles. Parce qu'il y a une petite musique depuis maintenant un certain nombre de semaines qui vient de la presse bien intentionnée, qui explique que les retraités seraient finalement pour la réforme des retraites. Et on a donc, à partir de là, cette campagne qui se développe avec, bien évidemment, tout ce que peut comporter une telle campagne. Moi, je crois qu'il faut insister sur le fait que les retraités, aujourd'hui, sont concernés par la réforme des retraites. Ils sont concernés à plusieurs titres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce sur quoi l'histoire des 1 200 € par exemple, et puis bien d'autres choses. Mais pourquoi ils sont concernés? Parce qu'ils veulent préserver un système de protection sociale basé sur la solidarité intergénérationnelle. Ils veulent préserver ça pour eux, bien sûr, pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on insiste aujourd'hui. Tu as raison. Le gouvernement et la ramasse, ils sont pas capables d'avoir des idées, clairement. Donc, effectivement, leur projet de retraite, maintenant qu'ils sont à la ramasse, c'est de dire on met 1 200 € pour les nouveaux retraités, avec 40 ans, carrière pleine, donc les femmes, elles prennent la double peine, triple peine, c'est Marilyn qui le disait. Et nous, notre projet concerne les retraités, effectivement, puisque tous ceux qui sont en dessous de 1 200 € net, on les ramène à 1 200 € net. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, parce qu'on ne peut pas tout développer, on est pour le blocage des prix après être revenu à la baisse avec des prix raisonnables. Et à partir de là, effectivement, on donne aussi sur les produits de première nécessité
on donne aussi du pouvoir d'achat. Donc, pour les personnes en situation difficile, qui sont aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, non seulement on va à 1 200 €, mais en plus, avec le système de blocage de prix et à la baisse, on a, je dirais, un reste à vivre qui va devenir plus cher. Cette histoire de blocage des prix, sachez-le, je ne vais pas vous embêter avec les maths parce que franchement, je ne suis pas au boulot. Mais quand la droite vote l'augmentation des loyers de 3,5% et que nous, on voulait bloquer, je vais vous faire un calcul simple. Vous payez 600 € de loyer et vous avez une augmentation de 3,5%, ça vous fait 21 € d'augmentation. Waouh, super, c'est moins que l'inflation. Attendez, c'est pas fini. Les APL augmentent de 3,5%, 7 €. Conclusion, vous payez 14 € de votre poche. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quelque part, quand on dit il faut bloquer les loyers, au moins on ne perd rien. Avec effectivement la baisse des prix, le blocage des prix et avec l'augmentation des salaires, on donne du pouvoir d'achat. Là, les droites et l'extrême droite ont acté une baisse du pouvoir d'achat. Dites-le autour de vous. De toute façon, j'ai été repris un petit peu, mais M. Pilato, à la Charente Libre, ils m'ont dit, les droites, vous dites les droites? Oui, quand on parle d'économie, ils votent tous la même chose. On vous a fait un flyer pour ça. Ils votent tous la même chose. Après, je ne les mélange pas. Quand on va sur l'identitaire et le culturel, l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Mais sur le reste, vous les entendrez jamais, jamais, jamais prononcer le mot profit, actionnaire, partage des richesses. Ce n'est pas dans leur vocabulaire. Ce n'est pas dans leur vocabulaire. L'égalité, la liberté, un peu. La fraternité, jamais. C'est pas dans leur vocabulaire. Tu parlais de solidarité intergénérationnelle. À part dévoyer le terme, ils ne font rien. Pour sauver les retraites, il faut les casser. Mais rendez-vous compte où on en est rendu. J'ai vu l'édito là de Boris Bontinck à Chantilly, il était très bon. Il y a 3 ans, il fallait casser le système des retraites pour le sauver. C'était la retraite à point. Et aujourd'hui, il faut repousser l'âge de la retraite pour le sauver, ce qu'ils ne voulaient pas il y a 3 ans. Mais ils sont pleins de contradictions. Ce n'est que ça. Et quand vous rentrez dans le détail, c'est du mensonge. Ce n'est que du mensonge. D'autres questions? Oui, vas-y. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis délégué de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, c'est. Oui. Voilà, il y a une question d'actualité, puisque, en fait, il y a une convention citoyenne sur la fin de vie. Ces personnes se réunissent pour savoir s'il faut faire évoluer la loi actuelle, la loi Dignity, qui nous permet aujourd'hui que la sédation profonde et terminale dans des situations de fin de vie dramatiques. Cette convention devrait, fin 2023, rendre un avis qui devra arriver au gouvernement et qui va peut-être le soumettre à l'Assemblée nationale. Donc ma question, c'est quel vote auras-tu ou aurez-vous à l'Assemblée par rapport à l'évolution de la loi? Là, je vais attendre de voir ce qu'il attend, mais clairement, c'est dans le programme de la France Insoumise et maintenant de la NUPES de voir comment, effectivement, on met dans la loi une fin de vie digne et d'éviter que les gens aillent en Belgique se faire euthanasier. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de très important pour nous. Ça a été porté, c'est dans notre programme. Et bien sûr, j'irai dans ce sens-là, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des situations où les médicaments ne font plus rien, les gens souffrent, ils n'en peuvent plus, et il faut les accompagner, on va dire, autrement, bien sûr. Bonsoir, Malouche, étudiant. Depuis quelques années, dans le monde étudiant, on fait face à une précarité grandissante et qui est assez terrible. Dans la fac que je suis, on se retrouve des fois avec des distributions alimentaires qui sont organisées par les étudiants eux-mêmes, avec des gens qui font la queue pendant des heures et des heures par 2 degrés juste pour avoir de quoi se nourrir pendant quelques jours.
qu'est-ce que la NUPES et qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre ce phénomène qui se développe de plus en plus? Ils organisent la pauvreté de nos vieux, de nos jeunes. Ça donne froid dans le dos. La NUPES propose, alors j'ai plus le chiffre à réactualiser, c'était 1063 €, le seuil de pauvreté, donc il va être revu pour nous, pour chaque étudiant dans le post-bac ou pour chaque étudiant qui suit la voie professionnelle, pour qu'il s'émancipe de ses parents. Ces 1063 €, maintenant, je vais dire 1200, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein. Ça permet effectivement aux jeunes de pouvoir manger à leur faim et de ne pas être obligés d'accepter de faire des boulots, parce que pendant qu'ils font des boulots pour se payer leurs études, ils ne font pas leurs études. Alors, l'argent magique, on prend l'argent où? Je pense qu'il y a des initiés ici qui doivent savoir où on prend l'argent pour les jeunes. Vous le savez, qui le sait? Alors je vais vous le rappeler. Est-ce qu'un héritage de 12 millions d'euros vous paraît raisonnable? Oui. Hein, moi je trouve que c'est un peu beaucoup, mais oui. Eh bien, en prenant uniquement ce qu'il y a au-dessus des héritages de 12 millions d'euros, on finance la mesure pour les jeunes, on finance le fait qu'ils ne soient pas morts de faim pour faire leurs études. Voilà une réponse. Alors moi, c'est pas une question, c'est juste un petit témoignage, un petit coup de gueule aussi. Il y a des jeunes ce soir là dans la salle, et je voudrais juste leur dire que j'aimerais qu'ils arrêtent d'utiliser le mot boomer, parce que en fait, nous les boomers, on serait tous dans le même panier, on serait tous des sales réacs qui allons voter pour cette réforme des retraites. Et je voudrais dire aux jeunes que demain on sera dans la rue, que je suis retraitée. Les vieux fourneaux! J'ai 63 ans, je suis une boomer de gauche et je suis avec vous. J'ai aussi des enfants et je me bats aussi pour eux. Donc s'il vous plaît, dites à vos camarades de ne pas utiliser ce mot boomer, parce que moi ça me fait beaucoup de peine. C'est une autre manière de nous séparer encore. Il y a des noirs, il y a des homos, et maintenant il y a des boomers. Donc voilà. Même à Réunique, on va les traiter de younger. Non, mais bon, il faut savoir aussi que la jeunesse, elle a ses... Moi, j'aime bien. Quand on me dit sur les réseaux sociaux boomer, je dis ok, boomer, si tu veux, je vais faire la bouffe. Non, mais il ne faut pas se vexer pour ça. Mais je comprends que ça puisse t'embêter. Comme je comprends ce qui était dit tout à l'heure sur effectivement les retraités qui disent on va voter contre la retraite. Non, non, non. Il y a comme ça des clichés, il y a des modes qui passent, et puis il faut que jeunesse se passe. T'inquiète pas, si tu retires boomer, il t'en trouvera un autre. Je les connais, moi. Je les ai au lycée. Alors, on va prendre encore une question ou deux, et puis après, on ira tranquillement. Je t'écoute. Qu'est-ce que la NUPES pourrait faire pour les sans-abri? Alors, la NUPES s'est engagée. C'est important ce que tu dis, tu vois. Macron, quand il a été élu, il y avait 150 000 SDF. Il a parfaitement réussi dans sa mission, il a parfaitement réussi dans sa mission de com, tout le monde l'a cru. Dans la réalité, au bout d'un quinquennat, 350 000 SDF, dont 40 000 sans-abri et dont 4 000 enfants qui dorment dehors. C'est ça le constat. La question est pertinente. Qu'est-ce que fait la NUPES? Elle réquisitionne des logements vides, elle donne l'ordre si elle était effectivement au pouvoir. Elle dirait au préfet, tu réquisitionnes, il y a 1000 logements vides sur Angoulême. Comment on peut avoir des gens qui dorment dans la rue? C'est une volonté politique qu'ils n'ont pas à cause du droit de propriété. On ne touche pas à la propriété. On pourrait faire un débat sur la propriété et sur l'héritage. Hein? Donc, effectivement, la réponse de la NUPES, c'est de dire on réquisitionne les logements. Voilà. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire réquisitionner. On les prend de force. On est radicaux, tu sais, hein, je l'ai dit, hein. On est turbulents et radicaux. Donc, tu as 3 maisons, il y en a 2 de vides, ben on en prend une. Voilà.
Bonsoir. Bonsoir. Didier. J'aimerais savoir si dès dimanche soir, Aude et toi pouvaient être élus et quel est le pourcentage à obtenir. Alors, revenons. Alors, pour être élu au premier tour, il faudrait 50% de participation avec 2 voix de plus, et il faudrait qu'on obtienne 50% des 50% avec 1 voix de plus, c'est-à-dire 25% des inscrits. En gros, il y a 86 000, je crois, électeurs qui sont comptabilisés de mémoire. Donc avec 21 500 voix, on serait élu au premier tour. On a fait 18 300, ça va être compliqué, je pense qu'il y aura des tours. Mais voilà, ça te donne l'ordre de grandeur. Alors j'ai une question ici, est-ce que quelqu'un d'autre en voudra devant peut-être privilégier si ça te va, les personnes qui peuvent entendre parler? Il y en a 2. Il y a Jean-Louis et le monsieur derrière Jean-Louis. Oui, moi, c'est pas une question, c'est une information qui me concerne pour les gens qui sont dans la salle, parce que tout le monde sait que le vote il a lieu dimanche 22 janvier, et le deuxième tour éventuellement, si ce qu'on peut penser, parce que 21 000 voix, il faut les trouver, hein, ça fait 3 000 de plus quand même qu'au mois de juin, donc éventuellement le 29 janvier. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que bon, personne ne l'a vu parce que ça s'est fait ce soir. FR3, enfin, moi j'ai eu l'information par ailleurs. FR3 fait un reportage donc, sur Meignier et Philippe qui sont à Soyaux, plus l'interview dans le local de ce matin. Mais ils ont conclu en disant que le premier tour aurait lieu le dimanche 29 février. Alors donc, voilà. Alors bon, on peut donc je pense que c'est important. Dans la salle, tout le monde connaît les dates. Mais ils sèment le doute. Nos braves journalistes, la presse... Alors le 29 février, il faut que ça tombe tous les 4 ans. Je vous écoute, monsieur. Oui. Voilà, dans votre brillant exposé, à aucun moment vous avez parlé de la guerre d'Ukraine. Ça me surprend un peu parce que c'est quand même très imbriqué sur des malheurs qu'on a aujourd'hui. Non. Vous voulez que je m'exprime sur la guerre en Ukraine? On est pour la paix. On est pour la paix. Et Jean-Luc Mélenchon, en 2014, quand se passe l'histoire de la Crimée, demande une conférence des frontières. Il ne l'obtient pas. De toute façon, à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon propose quelque chose, un pôle public du médicament, une conférence des frontières, suivez les pipelines, vous verrez où sont les guerres, tout le monde rigole, sauf qu'on se rend compte quelques années après qu'il n'avait pas tort. En ce qui me concerne, ce que je trouve scandaleux, monsieur, c'est que le Parlement, sur la guerre en Ukraine et sur l'envoi de matériel que la France fait avec l'Ukraine, c'est de la prérogative du président de la République, c'est le chef des armées. Et c'est la prérogative du président de la République de faire ce genre de choses. Toutefois, et nous ne sommes pas en guerre, mais toutefois, il me semblerait utile qu'il travaille avec le Parlement, ce qu'il ne fait pas. Donc je suis incapable de vous dire, pour être très franc, quelles sont les informations stratégiques qui seraient données, okay, et condamner l'invasion de la Russie, il n'y a pas de problème, on le fait. Par rapport à la guerre, on n'a pas les moyens, on n'a pas les billes. Il décide tout seul. Donc, député ou pas, il se passera dans la vie. On œuvrerait depuis longtemps pour la paix. Franchement, quand vous voyez des images, qui est-ce qui trinque quand il y a une guerre? C'est pas Zelensky, c'est pas Poutine. C'est des gens, c'est la char à canon, c'est les civils. Donc pousser à la guerre, fournir des armes, alors qu'on devrait contraindre à la discussion. On a fait un boycott sur, effectivement, le gaz russe. On est tellement intelligent qu'on n'avait pas pensé que le gaz conditionnait le prix de l'électricité.
puisque l'électricité est indexée sur le gaz. Donc maintenant, on se dit, ah, faudrait peut-être désindexer. Bah ouais, pense-y avant, quoi. Il ne planifie rien. Donc, voilà. Alors, ma position, on fait tout pour œuvrer à la paix. On arrête le massacre des peuples. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je demande à tous les... Une dernière question, et pendant ce temps-là, les partis de la NUPES locale peuvent venir avec Aude qui se sauve là. Aude ne te sauve pas. Alors, venez nous rejoindre, monsieur, votre question, et je finirai là-dessus. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une constatation, puisque je suis conducteur routier, que je fais tous les jours, enfin toute la semaine, la route entre Angoulême et Bordeaux. Et ça me fait penser quand M. Marchand a fait la limitation de vitesse à 80. Alors déjà qu'à 90, les gens ne la respectent pas. Et alors ce qui est amusant, quand il s'est rendu compte que c'était tellement impopulaire, il a fait quelque chose que je trouve scandaleux. C'est-à-dire que plutôt que de dire, bon ben, on enlève la mesure, il a délégué au président du Conseil général. Pour la première fois en France, ce qui est de l'honneur régalien a été attribué au président du Conseil général. Je vais vous raconter une anecdote. On est allé, on n'a pas eu beaucoup de jours de vacances, hein. On en a pris 4 ou 5. Mais c'est magique. Vous arrivez dans un autre département, vous ne savez pas à quelle vitesse vous devez aller. C'est hallucinant. Je veux dire, il a fallu regarder effectivement sur le téléphone et Internet, et puis on a compris. Si jamais il n'y a rien, tu roules à 80. Parce que si c'est 90, il y a le panneau. Donc quand il n'y a rien, c'est 80. Donc je vous le dis pour éviter de vous faire avoir. J'invite vraiment les autres forces de la NUPES à venir sur la scène. J'invite, tout le monde est là, j'invite exceptionnellement les militants qui sont venus de Rennes. On a quand même, sachez-le, hein, on a des militants qui viennent de Bretagne, qui ont fait la route pour venir nous aider. On a des militants de Saintes qui arrivent demain, je crois, pour venir nous aider. Non, ils sont déjà là, voilà. Ils sont où, les militants de Saintes? Okay. Alors, je ne sais pas si Alain est prêt. T'es prêt? Alors, je vais vous relire la phrase d'Étienne de la Boétie. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors, debout. Et au combat, debout. Contre toute la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-nous dans nos vagues, ces féroces soldats. Il viennent jusque dans nos bras, l'évangile fixé nos vagues. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, gamins sont vaincus. Allez, on va faire une photo. Venez, viens. Alors,